Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dernier de la soirée sur la RTS visible ici et ailleurs. Un journal que nous ouvrons par la santé et dans le nord du pays, à Dodel, département de Podor. Là-bas, les accouchements à domicile ne sont plus d'actualité. Si de tels résultats sont obtenus, c'est parce qu'il y a un partenariat entre l'ONG WEPSA et le Fonds des Nations Unies pour la population. La sensibilisation a consisté à former des relais. Ils ont fait du porte-à-porte pour donner des conseils sur les meilleures pratiques de la santé de la reproduction. Reportage signé à Ramdao. À Dodel, la santé maternelle et infantile se porte bien. C'est du moins le constat fait dans ce poste de santé qui fonctionne 7 jours sur 7. Quand WEPSA était venu dans ma zone de responsabilité, il m'a mis dans très bonnes conditions. Pourquoi? Parce que j'avais des villages qui se trouvent dans le Djiri et qui s'étaient confrontés à un problème de santé de la reproduction, surtout en matière d'accouchement. Les accouchements se faisaient à domicile, à moins qu'il y a un problème qu'ils viennent ici. Je n'ai jamais noté mort ni un accouchement, une femme morte dans la maternité. Je n'ai jamais, depuis 34 ans, je suis là dans la santé, je n'ai jamais eu un décès maternel dans ma maternité. Pour obtenir ces résultats satisfaisants, l'UNFPA a travaillé en collaboration avec l'ONG WEPSA. Ensemble, ils ont formé 14 relais qui se déplacent en binôme, hommes et femmes, dans les 7 villages concernés. Sur place, ils animent des causeries. Il n'y a plus d'accouchement à domicile dans nos villages. Nous avons recensé toutes les femmes en état de grossesse et nous les assistons régulièrement jusqu'à l'accouchement. Ici, inutile de le répéter, les femmes qui sont dans cette situation ont compris que le poste de santé est le lieu le plus sûr. Le plus vite possible. Avant, il y avait les agents de service à base communautaire qui faisaient les causeries et les visites à domicile. Cela a été jugé insuffisant. Finalement, des comités mamans ont été mis en place pour aider les relais à mieux faire le travail. Nous contribuons à faire des références dans ces structures sanitaires. La réussite doit être totale, estiment ces femmes qui ont décidé de ne ménager aucun effort pour y parvenir. Après la formation des relais, nous avons jugé utile de mettre en place une caisse de solidarité. Les fonds mobilisés sont complétés par la subvention de l'ONG WEPSA et l'UNFPA. Le tout sert à évacuer les femmes indigentes et les enfants en cas d'urgence dans les structures sanitaires. Les initiatives communautaires pour accroître la demande et l'utilisation des services de santé de la reproduction sont multiples dans cette zone. L'UNFPA peut compter sur son partenaire stratégique, l'ONG WEPSA, pour aider toutes ces populations de ce département de Podor à lutter contre la mortalité maternelle et infantile. ONG WEPSA, c'est ça. De Dodel, nous nous rendons à présent dans la région de Fatick pour parler toujours santé. C'est pour s'inquiéter de la hausse du nombre de malades du sida perdus de vue. La pauvreté, les idées reçues et certaines réalités sociales constituent de réels handicaps dans la lutte contre la maladie. Le district de Sokone attend toujours une assistance sociale pour l'accompagnement des malades. Oumar Diaw. En plus des affections traditionnelles que l'on peut rencontrer partout en médecine interne ou en chirurgie, le centre de santé de Sokone suit quelques 100 malades du sida. Il bénéficie d'un suivi médical et biologique régulier. Nous avons présentement une file active de 110 personnes que nous suivons ici. Depuis 2004, nous avons réellement commencé à prendre en charge les personnes vivant avec le VIH au niveau du district de Sokone. En son temps, j'étais seul. Les statistiques du district révèlent une baisse de la mortalité sur la cohorte suivie entre 2009 et 2010. Par contre, on se fait du souci pour les perdus de vue dont le nombre a augmenté. Se pose un problème de transport, de moyens financiers pour pouvoir venir régulièrement au rendez-vous. On commence le traitement et quelques mois, ils disparaissent et en général, ils se retrouvent en Gambie.
Certaines personnes déclarées séropositives à l'issue de tests sérologiques refusent d'accepter les résultats et ne reviennent plus jamais au centre de santé. Une autre difficulté fréquemment rencontrée dans cette zone est le remariage de jeunes veuves dont le mari est décédé d'un sida connu ou ignoré. En général, quand un homme décède, il a déjà 2 femmes, 3 femmes, et souvent les dernières femmes, c'est des jeunes femmes. Il ne peut pas rester comme ça sans avoir de mari, c'est mal vu par la société, donc elles sont obligées de se marier sans partager leur statut. Des stratégies de suivi des femmes enceintes sont mises en œuvre dans le district, mais pour les examens biologiques des enfants, il faut aller jusqu'à Dakar. Il faut une disponibilité des ARV pour avoir une réponse satisfaisante. Mais aussi, il y a un autre problème. Il faut un accompagnement social des malades. Certains perdus de vue reviennent dans un piteux état des mois, voire des années après avoir essayé des tradipraticiens. Cette situation met en péril leur vie et fragilise davantage leur état général. L'affectation d'une assistante sociale est fortement attendue dans ce district pour aider à la prise en charge des malades. Et l'on reparle du deuxième tour de l'élection présidentielle avec le Conseil national de la jeunesse qui appelle sa cible principale à aller voter massivement. Le CNJS était face à la presse ce matin. Son président a lancé cet appel en direction des jeunes. Issa Touré. Voter massivement dans le calme et la paix pour un renforcement de notre démocratie. C'est l'objectif affiché par le Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Cette rencontre intervient à quelques jours du démarrage de la campagne du second tour. Une façon pour le CNJS de pousser les jeunes à ne pas rester chez eux le jour du scrutin du second tour. Le peuple, n'est-ce pas, a montré encore une fois que la meilleure manière de sécuriser sa souveraineté, c'est de le faire par les urnes, mais sans tambour ni trompette. Et ce sont les jeunes qui se mobilisent pour s'exprimer. Et à ce niveau-là, nous ne pouvons plus accepter des dérives messianiques ou de personnes. Nous invitons les gens à nous proposer leur projet de société. Un fort taux d'abstention a été noté au premier tour. Raison suffisante pour les partisans d'Aliou Sow à encore sensibiliser la jeunesse sur la nécessité de choisir leur président. Nous, ce que nous entendons, l'essentiel, ce que nous entendons par sécuriser le vote, c'est inviter les jeunes à aller voter massivement et à le faire dans la paix et la tranquillité, à refuser toute forme de manipulation, de provocation et de violence. Le CNJS félicite également l'administration sénégalaise et la société civile pour la bonne organisation du scrutin du 26 février. Ce scrutin, justement, son déroulement a beaucoup séduit les observateurs. La mission d'observation africaine de la société civile salue la maturité de la démocratie sénégalaise. C'est au cours d'un point de presse qu'elle a fait savoir afin d'exhorter les Sénégalais à aller voter massivement pour le scrutin du deuxième tour. À cet effet, voici Innocent Dagbara Touré, porte-parole de la mission que je vous propose d'écouter. Notre mission se réjouit de ces résultats qui reflètent, à notre entendement, et dans leur globalité, la volonté de l'électorat telle qu'exprimée le jour du scrutin. Notre mission tient encore à féliciter tous les acteurs qui ont concouru à ce succès. Un deuxième tour de scrutin se profilant à l'horizon, notre mission invite ainsi l'ensemble de la presse internationale quant au traitement équilibré de l'information entre les candidats afin de les mettre tous, sans passion, au même degré, au même pied d'égalité. Attire à toute fin utile l'attention du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Félicite les médias nationaux pour leur sens de professionnalisme, de probité et de suivi de l'éthique dans le traitement de l'information post-électorale. Donne un satisfecit aux télévisions nationales, notamment la RTS, pour leurs initiatives prévues pour le second tour
avec celle d'un débat télévisé entre les deux candidats compétiteurs. L'actualité sur le continent africain, au Mali, où le groupe terroriste Bandit et Rébellion Touareg déstabilise le nord du pays. Ces manifestants sèment la terreur et la population n'a d'autre choix que de fuir aussi loin que possible. La frontière malienne n'est qu'à une dizaine de kilomètres. Assez loin en tout cas pour que Moussa, ses 2 femmes et ses 5 enfants se sentent à l'abri. Nous sommes venus ici car il y a des problèmes d'insécurité au Mali. Nous avons fui. Cela fait 15 jours que nous sommes arrivés. Des gens ont volé notre bétail au Mali. Les rebelles Touaregs ont repris les armes mi-janvier dans le nord du Mali, avec toujours en ligne de mire l'espoir d'obtenir leur indépendance. Aux violents combats qui les opposent à l'armée régulière s'ajoute la criminalité. Un climat d'insécurité qui a poussé plus de 80 000 personnes sur les routes. Elles ont atterri ici au Niger, mais aussi en Mauritanie ou au Burkina Faso. Les réfugiés sont toujours plus nombreux, alors que le Niger et d'autres pays de la région sahélienne subissent une crise alimentaire à cause de la sécheresse. Nous voulons faire en sorte que l'arrivée de ces réfugiés ne soit pas un fardeau supplémentaire pour les populations locales. Le HCR a lancé un appel pour réunir les 26 millions d'euros nécessaires à la création d'un fonds d'urgence. Il pourra couvrir les besoins de dizaines de milliers de réfugiés jusqu'en juillet 2012. L'objectif est notamment d'ouvrir des camps au Niger et ailleurs, dans des zones plus sûres car plus éloignées de la frontière malienne. Véritable enfer comme celui syrien où l'on se demande comment l'on peut en sortir vivant comme ces 2 journalistes français qui racontent leurs mésaventures en Syrie dans le Figaro, leur témoignage en disant sur l'heure de la répression au pays de Bachar al-Assad. Comment sortir de l'enfer? Comment quitter sous les bombes Baba Amar, le quartier central de la rébellion de Homs, qui plus est avec une jambe fracturée? Cet incroyable équipé, Edith Bouvier la raconte pour la première fois ce matin dans les pages de son journal. Au moins à une reprise, les journalistes occidentaux, très inquiets par le comportement des ambulanciers, vont refuser d'embarquer dans les véhicules du Croissant Rouge syrien. Nous nous sommes réunis tous les 4 et mis d'accord pour demander qu'au moins un représentant ou une voiture du CICR soit présent dans le convoi avant de partir. Tous les 4, l'anglais Paul Conroy, l'espagnol Javier Espinosa et les français William Daniels et Edith Bouvier. Ils vont opter finalement pour une sortie clandestine, ensemble, par le tunnel creusé sous le quartier insurgé, 3 km de long, 1,60 m de hauteur, et une pente d'accès si dangereuse que la malade sera attachée. J'étais scotché à la civière, et heureusement. À l'entrée du tunnel, il y avait des dizaines et des dizaines de blessés. C'est alors que j'ai réalisé les terribles blessures de certains autres et que j'étais loin d'être la plus gravement atteinte. La civière progresse péniblement. Seuls Conroy et Espinosa parviennent à franchir le bout du tunnel, qui est bombardé. C'est alors qu'une moto des insurgés va venir récupérer la journaliste française pour revenir au point de départ. La moto heurtait les parois, on manquait de tomber. Je me suis cogné plusieurs fois et je me suis aperçu que je saignais à la tête. Après avoir été soignée dans un dispensaire comme celui-ci, la journaliste française et son photographe vont finalement prendre la route le lendemain. Il leur faudra 4 jours pour parcourir les 40 km qui les séparent du Liban. Pourquoi? Comment? On en reparlera très vite, promis. Non, s'il vous plaît, Incontestablement, pendant leurs 9 jours de cauchemar à Homs, les 2 journalistes français ont bénéficié du soutien total des insurgés, à qui ils disent devoir la vie et leur retour. Le soulagement du journaliste en zone de guerre. Retour au Sénégal pour parler de ces maisons délabrées qui constituent un danger pour certains. Les occupants sont obligés d'y rester à cause de la cherté de la location. D'autres, par contre, préfèrent ignorer le danger. Diana Badianou décrypte cette menace dans le bâtiment. Des bâtiments délabrés, on en voit presque partout à Dakar. Certains occupants de ces bâtisses ne se sentent pas en sécurité. Si vous êtes dans cette situation, vous êtes bloqué partout où vous allez, vous ne pouvez rien entreprendre qui soit vraiment très efficace. Parce que vous êtes bloqué psychologiquement, vous vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe en mon absence? Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème chez moi? De temps en temps, comme c'est mon cas, j'ai le téléphone à la maison, j'appelle très souvent pour m'enquérir de la situation.
Avec des fissures de part et d'autre du mur, la famille Koulibaly est consciente de la gravité de la situation. Le père s'active ainsi à trouver un autre domicile. Là, je suis en train de faire les courtiers et les agences. Dans le quartier, pratiquement tous les courtiers de la place me connaissent. Bon, là, je n'ai pas de solution pour l'instant. Toutefois, trouver une maison à Dakar n'est pas chose aisée. Cela nécessite un gros budget. Le plus dur, c'est que pour déménager dans ce pays, il vous faut un capital financier assez important parce que vous devez payer, encore payer, toujours payer. Parce que même pour les visites, on vous demande des droits de visite. Vous devez payer le transport du courtier. En fait, le courtage dans ce pays, les gens, tout le monde s'improvise courtier et chacun veut vous prendre le maximum de sous possible. On vous fait visiter des logements dont vous êtes convaincu que ce n'est pas des logements habitables. Si certains sont préoccupés, d'autres par contre minimisent ou même ignorent le danger. Vous vous sentez en sécurité ici? Bien sûr. On sécurité. On voit des fissures partout. Qu'est-ce que vous faites de ça? Je sais parce que avant de commencer ce bâtiment, il y a mon cousin qui travaille sur ça, qui est venu regarder vraiment pour dire que vraiment, engagé Tabardo. La maison doit être un endroit de refuge et de confort. Tous les concernés doivent veiller à ce qu'il en soit toujours ainsi. Le rêve d'une qualification s'est envolé pour l'USO sur la pelouse du stade Demba Diop. L'Union sportive de Ouakam n'est plus dans la course pour la Coupe africaine des clubs. Elle s'est inclinée 3-1 devant une équipe gambienne de Birkama qui a fait plus preuve d'adresse à la série des tirs au but. A rappelé qu'à l'aller, l'USO l'avait pourtant remporté sur le score d'1-0. Résumé du match avec Ibrahim Ndang. L'Union sportive de Ouakam est éliminée. Les protégés de Abdou Salam Sall terminent leur course au stade Demba Diop. Vainqueurs à l'aller, les rouges blancs ne réussiront pas à consolider cette avance. Du côté des Gambiens, c'est la grande joie. Après avoir perdu à domicile, Birkama United de la Gambie est venu arracher la qualification à l'USO à Dakar. Pourtant, c'est l'Union sportive de Ouakam qui déclenche les hostilités dès l'entame du match. 4e minute déjà, Sadio Diao réussit une belle frappe qui passe au-dessus de la barre transversale. 2 minutes plus tard, c'est la réplique gambienne par l'intermédiaire de Moussa Boyan qui ne profitera pas de la passivité défensive de Ouakam. 23e minute, c'est encore Moussa Boyan qui s'illustre avec cette tête en puissance. Le centre, la tête. À la demi-heure de jeu, Mamadou Diop est fauché en pleine surface de réparation. Un penalty mal négocié par le capitaine Baye Moussa John. Oh, le ballon est sorti pas. Dernière minute avant la pause, Sadio Diao récidive avec ce mauvais contrôle devant le portier gambien Boubacar Sagna. Il a fallu attendre la 70e minute pour assister à l'ouverture du score. Un score qui restera inchangé jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but qui tournera à l'avantage des Gambiens sur le score de 3-1. Le contre-pied parfait, c'est fini. Birkama United affrontera l'Espérance de Tunis pour le second tour. Mais ils ont réussi. USO qui pleure, Birkama qui jubile. On espère que l'affront sera lavé ce dimanche par le Casa Sport qui fera face à une autre équipe gambienne, celle de Gamtel. Merci d'avoir suivi ce journal du soir qui se referme. Les informations vont revenir demain, 13h au Mindour, 13h25 à Wangaï, 18h15 Fantabadji, 20h pour la grande édition Nafisa Diouf. Quant à moi, je vous retrouve à 23h sur cette même place, même lieu, même décor, même objectif, vous informer. Au revoir.